bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. C'est un entretien politique sur Reporter Bénémonde avec Monsieur Lazare Serruito, acteur politique béninois qu'on ne présente plus, député Union progressiste Le Renouveau pour le compte de la 9e législature. Nous parlerons de la minorité de la majorité parlementaire depuis le fondement historique au Bénin, du distinguo existant entre minorité et opposition, de la configuration politique à l'Assemblée nationale, mais aussi, entre autres, selon lui, de l'amnistie pour plusieurs personnalités politiques béninoises. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire l'historique de la minorité-majorité dans la pratique parlementaire au Bénin? Disons que avant que la Cour constitutionnelle n'introduise les notions de majorité et minorité Oui. dans la lecture de la présence des forces politiques à l'Assemblée, on parlait de configuration politique. Et on considérait que à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas de parti. Il n'y avait pas de pouvoir et il n'y avait pas d'opposition. Il n'y avait pas de mouvance, il n'y avait pas d'opposition. Il y avait une certaine configuration de l'Assemblée, une configuration politique de l'Assemblée nationale correspondant au nombre de groupes parlementaires et à l'effectif de chacun des groupes parlementaires qu'il y a à l'Assemblée. La correspondance n'était pas faite en fonction des partis politiques, c'est ça? Exactement. Elle n'était pas faite en fonction des partis politiques, mais en fonction des groupes parlementaires qu'il y avait. Et notons que nous sommes en plein, jusqu'en 2018, nous étions dans une situation où un parti politique peut aller en alliance avec un autre et se retrouver au Parlement. Mais arriver au Parlement, ne pas faire le même groupe parlementaire, mais se diviser, par exemple, en différents autres pôles. Et on peut retrouver les gens d'un parti politique et du même parti politique dans deux différents groupes parlementaires. On avait une infinité de panaches possibles. L'essentiel, c'est que il y a 9 députés qui se retrouvent. Et quand il y a 9 députés qui se retrouvent, ça fait un groupe parlementaire. Peu importe l'origine de ces députés. Ainsi, les groupes se défaisaient en fonction de ce que, en fonction des analyses des acteurs qui étaient au niveau de l'Assemblée. Vous vous souvenez, si vous vous souvenez, il fut un moment où la défection d'un ou de deux députés du groupe RB avait fait que le groupe RB n'avait plus 9 pour avoir un groupe parlementaire et que c'est d'un groupe de ce qu'on appelait la mouvance à l'époque qu'un député a été envoyé pour compléter le nombre de députés que la RB avait pour que Madame Rosine Soglo, paix à son âme, à l'époque, ne soit pas dans une situation où elle n'est pas chef d'un groupe parlementaire. Donc, vous avez des députés de la mouvance présidentielle qui sont allés s'ajouter aux députés de l'opposition pour faire un groupe parlementaire. Alors, c'est dans ces conditions qu'il s'est retrouvé une fois que ceux qui n'étaient pas d'accord avec le président Yahi Boni avaient fait une coalition pour s'adjuger l'ensemble des commissions qu'il y avait, des commissions qu'il y avait à l'Assemblée nationale. De sorte que c'était une situation paradoxale où ce qu'on appelait la mouvance présidentielle a perdu la tête de toutes les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Et
lorsque on était arrivé à cette situation, ils sont allés consulter la Cour constitutionnelle et c'est en ce moment-là que ce qu'on appelait la Cour des miracles à l'époque, et c'est précisément autour de cette décision que, paix à son âme, Tidjani Serpos a traité cette cour-là de cour des miracles, et en disant, mais c'est un miracle que de dire maintenant, on ne parlera plus de configuration politique, mais on parlera de majorité-minorité. Et on partage entre la majorité et la minorité. Il n'est pas question d'exclure la minorité. Et en reprenant les élections en ce moment-là, et avec toutes les tractations qu'il y a eu à l'époque, les débouchages et tout ça, et le groupe FCBE a réussi à retrouver la présidence d'un certain nombre de groupes, contrairement au sort qui lui était réservé avec la lecture qu'on avait de configuration politique. C'est dans ce contexte-là que cette jurisprudence a été créée pour sauver les FCBE de situations compliquées. Et c'est pourquoi, dans le raisonnement qu'on fait aujourd'hui, on dit qu'en fait, cette jurisprudence est une jurisprudence ad hoc pour résoudre un problème. Mais le problème qu'on n'avait pas résolu en ce moment, c'est comment il peut se faire qu'un groupe vienne à l'Assemblée et avant la fin de sa mandature peut aussi bien peut varier de position autant et continuellement. C'est un problème politique. Quand on connaît donc l'histoire de cette histoire de minorité et majorité, parce que le débat avait été fait déjà en 91, quand on écrivait le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, où dit est-ce qu'on met majorité, minorité. Et le débat avait conduit à l'idée que il n'y avait pas de majorité-minorité à l'Assemblée telle que c'était, mais qu'il y avait une configuration politique. Parti de là, à la réforme du système partisan et avec le nouveau code, la réforme du système partisan qui a, voulu stabiliser un peu le profil des partis politiques. Et le code électoral a interdit toute alliance. Les partis politiques ne peuvent pas faire des alliances. Et les partis politiques sont des listes, et la liste qui n'a pas 10% ne peut pas participer à la répartition des sièges. Et à l'intérieur de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a interdit l'existence de groupes en dehors des partis politiques. On peut avoir des non-inscrits, mais on ne peut pas avoir de groupe qui ne soit pas lié à un parti politique. Alors, ça signifie que nous avons maintenant à l'Assemblée, et si nous avons 3 partis à l'Assemblée, nous pouvons avoir 3 partis, 3 groupes parlementaires. 3 groupes parlementaires qui peuvent appartenir à la mouvance présidentielle comme à l'opposition. Si par exemple Moël Bénin avait eu 10% et que UDBN avait eu aussi 10%, nous aurions 4 partis présents à l'Assemblée, mais ce sera 4 partis de la mouvance présidentielle. Si FCBE, GSR, LD, Restaurer l'espoir, si tout ce monde-là avait été aux élections, et qu'ils avaient tous 10%, à l'exclusion de tout autre, on aurait 4 partis de l'opposition qui vont animer l'Assemblée nationale sans appartenir au même groupe, sans avoir la même position, le même positionnement politique. Parce qu'à l'intérieur de, à l'intérieur de l'opposition, vous avez des gens qui ne peuvent pas s'embrasser sur la joue. Il y a d'autres qui ne peuvent même pas se sentir à 1 mètre. Mais ils déclarent tous être
de l'opposition. On aurait eu l'opposition, mais avec autant de partis et de groupes parlementaires constitués. Exactement. Maintenant, dans le cas où on aurait, par exemple, 2 groupes de la mouvance présidentielle et 2 groupes de l'opposition, selon le nombre de députés qu'ils ont, Oui. ou en cas de même nombre de députés, selon les suffrages qu'ils ont, on pourrait avoir plusieurs minorités Oui. et plusieurs majorités. La minorité, pour dire que la minorité et la majorité se définissent en fonction de l'effectif finalement. De l'effectif. Pas en fonction du positionnement politique dans le pays. Pas en fonction du positionnement idéologique dans le pays. Est-ce que finalement c'est la nouveauté qu'a apporté la réforme du système partisan? Exactement. Et la dernière décision de la Cour constitutionnelle a été une décision paresseuse. Ah oui? Pourquoi vous dites ça? Elle a été paresseuse en ceci que on aurait pu profiter de l'incident qu'il y avait pour clarifier définitivement la question de configuration politique à l'ère, Ok. à l'ère, dans la nouvelle ère qui est créée à partir du code électoral et à partir de la réforme du système partisan. Parce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir 5 partis. Oui. D'accord? Mais on ne peut plus lier minorité, majorité mécaniquement. Parce que ça supposerait 2. Or, on est dans une situation là maintenant où on peut avoir une majorité plurielle et des minorités plurielles. Pluriel, oui. Si on avait 2 partis qui avaient 30-30 et 2 partis qui avaient l'un 15, l'autre 18 et un autre 11, on aurait 2 partis relativement majoritaires qui ont 30-30 et 3 partis qui sont minoritaires, mais comme ils ne peuvent pas faire d'alliance. Tout à l'heure, quand je rappelais le code électoral, je disais, il est interdit de faire désormais des alliances. Oui. Alors, comme à l'Assemblée, il ne peut pas faire des alliances parce que à chaque groupe parlementaire correspond un parti politique. Tu vois? Oui. Chacun serait resté dans son groupe et on peut, pour avoir les 56 dont on a besoin pour voter les lois, en tout cas les lois ordinaires, pour avoir ça, tu feras des coalitions ponctuelles en termes de différents groupes qui s'entendent autour d'un texte, par exemple, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs, parce que l'UP n'a que 53. Oui. Donc, il manque à l'UP 3 pour avoir 56, puisque c'est 109. Bon, disons 55. Alors, quand on veut voter une loi aujourd'hui, c'est toujours un rapprochement, soit entre l'UP et le BR, soit comme ça s'est passé au dernier vote de la dernière session de la semaine dernière ou avant de la semaine dernière, je crois, tout le monde a voté pour la loi. Okay. Il y a eu unanimité. Okay. D'accord? Oui. Donc, si il se faisait que c'était 4 ou 5 partis où chacun des partis était éloigné en effectif les uns des autres dans le groupe minoritaire et que les 2 premiers groupes étaient à égalité, on aurait plusieurs majorités et plusieurs minorités. Là, on ne parlerait pas de majorité-minorité, on sera bien obligé de parler de configuration politique telle que ça l'a été depuis toujours. C'est la cour de Robert Dossou qui a introduit cette notion et ça a créé une confusion. La confusion que ça a créée est que la majorité, c'est la mouvance et la minorité, c'est l'opposition. Mais ce n'est pas ça. Oh, c'est pas ça. Oh, c'est pas ça. Et justement, à ce niveau-là, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a d'autres enjeux que cache cette querelle relative à l'utilisation des termes minorité? Bien sûr. Lorsqu'on dit configuration, on tient compte de tout le monde. Oui. D'accord? Oui, de l'ensemble. On tient compte de l'ensemble. Et s'il y avait, par exemple, à occuper des positions, s'il y a 10 positions à occuper, et il faut répartir ça
en fonction de la configuration politique de l'Assemblée. Oui. On prendra les 10 positions, on fera la règle de 3. Et avec la règle de 3, il peut arriver que un groupe ultra minoritaire n'ait rien du tout. Un groupe ultra minoritaire n'est rien du tout. Si par aujourd'hui on veut partager 20 positions sur les 109 et on prend 109, on prendra 20 divisé par 109 multiplié par 53. Oui. Et après multiplié par 28. Après multiplié par 28. S'il y avait un groupe qui avait juste 11, il va se retrouver avec rien. Il va se retrouver avec rien. Mais quand on dit majorité, minorité, l'exclusion est encore plus grande. Mais la minorité peut, parce qu'on aura divisé par 2 sans tenir compte des effectifs, la minorité peut avoir un avantage en ceci que la répartition se fera entre deux ensemble. Entre 2 ensemble. Sans tenir compte de l'importance numérique de chacun des ensembles. Ainsi, on aurait un groupe de 80 députés, ou 81 députés sur 109, d'accord, oui, qui aurait à peu près, qui aurait à peine 1 fois et demie plus que un groupe de 28. Est-ce que dans une lecture extérieure, vous ne pensez pas que la réforme, finalement, a complexifié un peu plus les choses? Non, c'est même pas la réforme qui a complexifié la chose. La réforme a simplifié. Mais ce qui a complexifié la lecture d'une situation, de la situation actuelle avec des instruments passés. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle a essayé de lire la situation d'aujourd'hui avec des instruments passés. Or, les instruments passés, on ne tenait pas compte des partis. On tenait compte que de l'effectif. Et du coup, on pouvait avoir 3, 4, 5, 9 groupes à l'époque. Et c'était en fait ce qui s'était passé. Que le groupe RB avait donné, ou le groupe PRD avait donné quelques députés au G13, qui s'est scindé en 2. Et il y avait le groupe UN et le groupe PRD, le groupe RB. Et on s'était entendu pour liquider le groupe FCBE du partage. Oui. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, c'est que ça limite les manœuvres politico-politiciennes qui auraient permis d'avoir quelque chose de son contraire à la fois. Le groupe FCBE avait le plus grand nombre de députés. Maintenant, le PRD, la RB, l'UN, G13 combinés transforme le groupe qui avait le nombre de députés le plus élevé, les transforme en minorité. Est-ce qu'il y a un moyen de faire revenir la Cour d'actualiser? Non, si la Cour avait une lecture un peu plus laborieuse, on n'arriverait pas là. Et c'est pourquoi il faut pousser la Cour à une meilleure lecture de la situation pour nous épargner les querelles inutiles. Parce que les démocrates ont raison de vouloir le maximum pour eux. Oui. Bon, mais nous, on ne va pas se laisser faire. C'est évident. Ce que le peuple a partagé sur le terrain, on peut venir à l'Assemblée pour faire des cadeaux. Faire des cadeaux. Un peu plus loin, qu'est-ce que vous pensez de la décision de la Cour qui fait injonction à l'Assemblée de reprendre les élections au niveau des bureaux de commission? La Cour a été paresseuse. Parce que la Cour a à la fois utilisé configuration politique et minorité-majorité. En utilisant les 2 termes dans la même décision, c'est comme si la Cour n'était pas au fait de l'historique de l'entrée de majorité-minorité en selle. Mais la Cour devrait aller plus loin, par exemple, pour dire, écoutez, si après discussion, aucune entente n'est possible, on passe au vote. Et aucun parti n'a le droit de refuser un poste ou assimiler le fait de refuser un poste à une obstruction. Ok, oui. À une obstruction.
Parce que ce que les démocrates font là maintenant, si c'est qu'on n'avait pas déjà, par le passé, vécu la même situation, comment on l'appelle? Et on pouvait croire qu'on ne peut pas démarrer les travaux à l'Assemblée tant que tout le monde n'était pas là. Oui. Or, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, à la sixième, je crois, sixième ou cinquième, sixième, 2007, 2011, 2015, 2007, 2011, 2011, 2015, il y avait des situations où FCB prenait tout et nous on était secrétaire dans le groupe. Moi, personnellement, j'ai été une fois secrétaire d'une commission permanente. Mais j'ai jamais été à la moindre réunion du bureau du groupe. Ça n'a pas empêché le groupe de fonctionner. Oui. Bon, là, maintenant, la faute que l'UP et le BR ont eu à commettre, c'était, une fois que les autres ont refusé, c'est d'élire d'autres à leur place. Ok. Comment on a repris? Mais comment est-ce qu'on peut élire d'autres? C'est-à-dire, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on vient, oui. Eux, ils sont candidats pour le poste de président, oui. Ce à quoi ils ne devraient pas prétendre, parce que le règlement intérieur ne leur permet pas. Ils sont candidats président, vice-président, rapporteur. Ils ne veulent même pas rapporteur adjoint. Et ils ne veulent pas secrétaire. De sorte que, quand on constate qu'eux, ils ne sont pas candidats sur ces postes, des gens du BR ou des gens de l'UP se portaient candidats et se faisaient élire. Alors, quand on a repris, avec la décision de la Cour, si on constate qu'ils ne sont pas candidats à un poste, c'est leur problème. Nous, on pose nos candidatures à tous les postes, sauf un. Et si eux, ils ne sont pas candidats à ce poste, on laisse le poste vacant. C'est ce qu'on a fait là maintenant. Est-ce que finalement, avec la situation à l'Assemblée nationale aujourd'hui, pour positionnement politique, je dirais, les démocrates peuvent négocier et voir certains de leurs objectifs atteints? Bien sûr. Bien sûr, parce que on est en politique. Oui. Il y a des objectifs que tu peux poursuivre qui arrangent aussi le camp adverse. Le camp adverse. Parce que finalement, autour de quoi on se bat? C'est bien peu de choses, hein. C'est bien peu de choses. Il y a des choses sur lesquelles normalement, il n'y a pas de débat. Et il faut pouvoir s'entendre là-dessus. Maintenant, si eux, ils ont des intérêts et que ils disent, nous, on fait une loi allant dans ce sens. Nous, on analyse la loi et on considère que, ben, tiens, ça nous arrange, ça arrange le pays. On peut accompagner, on peut absolument. Maintenant, je te vois venir. Je te vois venir. Oui. Tu parles de amnistie. Oui. La loi sur l'amnistie. Bien sûr. Bien sûr. Je vais te dire ma position individuelle. Okay. Le tout dépend de l'exposé des motifs. Si dans l'exposé des motifs, on transforme en acte héroïque des lâchetés, des crimes, moi, ça ne passera pas. Parce que si on le fait, on va créer des précédents historiques qu'il ne faut pas pour un pays. Maintenant, si l'exposé des motifs pose des problèmes tels qu'ils se posent, je prends un cas, un type comme Aïvo. On dit, vu, nous demandons amnistie pour Aïvo. Je voterai tout de suite. Pourquoi? Parce que Aïvo, il n'y a pas eu de preuves directement liées à lui qu'on pourrait rattacher aux actes criminels qu'on lui reproche. On peut dire qu'il est le commanditaire. Mais contrairement à une fille comme Rekia, où de son numéro, de l'argent est parti vers des numéros précis de gens qui sont retrouvés au cœur de l'organisation de troubles à l'ordre public et autres. On n'a pas ça chez Aïvo.
Donc, je ne peux pas assimiler les deux cas. Les deux cas. Et ça, c'est moi, ça. Qu'on ne me demande pas de faire amnistie pour quelqu'un qui a volé plein d'argent à Cotonou, qu'on a voulu arrêter, qui a fui et qui est à Paris et qui ne veut pas, justement, ne veut pas répondre de sa gestion. Donc, qu'on ne me demande pas d'amnistier celui-là. C'est trop grave. Bon. Si on dit d'amnistier et Badji et comment on l'appelle, Léonce, je dirais ça n'a pas d'objet. Qui le cherche? Donc il peut entrer. Mais qui le cherche? Mon Dieu, qui le cherche? Non, franchement, qui le cherche? Si on me dit, il faut amnistier l'ancien ministre Dieynontin, Oui. je dirais oui. Pourquoi? Oui. Ce qui est reproché est une faute collective. On ne l'a pas encore jugé, il a fui. Oui. Mais, je dirais, en principe, dans la mesure où il n'est pas jugé, et qu'aucun de ceux qui ont commis la faute n'est jugé, ils n'ont qu'à ils se mettent à la disposition de la justice. Et moi, je suis presque sûr qu'on va les acquitter pour la plupart. Pourquoi? Si tu connais le fonctionnement du système, bon, qu'est-ce qu'il leur est reproché? Il leur est reproché membre d'un comité ministériel regroupant agriculture, justice, finance. C'est un comité de 5 ministres. Je crois commerce. C'est un truc de 5 ministres qu'on a mis à la tête de la filière coton. Et la Sonapra était là. La Sonapra avait un conseil d'administration. Mais on a mis, comment on l'appelle, un comité de 5 ministres qui gérait toutes les questions liées au coton. Et pendant 3 ans, oui, on s'est rendu compte que le Trésor public a perdu 125 milliards dans tous les financements que le Trésor public a mis à la disposition du coton. C'est-à-dire qu'on a financé, on a eu un déficit de 125 milliards. Et les responsables des décisions prises pour qu'on arrive à ce déficit, oui, c'est le comité ministériel. Donc, Dieynontin est membre de ce comité. Et Komi Koutié est membre de ce comité. Et etc. La dame Jibril Fatima. Alors, voilà les gens, on leur reproche les 125 milliards. Mais je suis presque sûr que c'est les décisions de Yahya Boni. Ils n'ont servi que d'instruments. Que d'instruments. Et s'ils ont de bons avocats et que on fait un jugement civilisé, beaucoup d'entre eux, principalement ceux qui n'ont pas la gestion des ressources directement en main, la plupart d'entre eux, ils seront acquittés. Il n'en demeure pas moins que le risque existe. Qu'ils soient condamnés, parce qu'ils sont responsables. Oui. Ils sont responsables du déficit. Et ce à quoi l'argent avait servi à l'époque, les gens s'amusaient avec l'argent. S'amusaient. Je te donne un cas. On avait à l'époque, on emblavait à peu près 350 000 hectares. Jusque-là, on n'avait presque jamais dépassé ça. On est allé quelquefois à 400 000 hectares. Et quand j'étais à l'agriculture, c'était 2 communes qui étaient des communes semencières. 2. Et ces communes semencières, il y a un plus en fait, il y a une surveillance de plus près de tout ce qui est travaux et les intrants agricoles, notamment les engrais, et puis les insecticides, pesticides.
qu'on appliquait aux produits, on a une surveillance plus stricte de l'application de tout ça. C'est que les semences qui sortent de ces zones sont les semences qu'on envoie partout pour être semées. Donc, on n'avait pas besoin d'étendre le nombre de communes semencières à 14, comme ça a été fait. De sorte que on dépensait beaucoup d'argent dans les semences dont on n'avait pas besoin. On a plein de semences, alors qu'on a besoin des semences pour 350 000 hectares. Oui. On fait comme si on avait 1000 hectares. Maintenant, ça fait du bien aux producteurs de ces zones parce qu'il y a un apport de genre subvention Oui. à l'ensemble des opérations qu'on faisait dans ces zones pour pouvoir avoir des semences de très bonne qualité. Et ça correspondait aux communes cotonnières du Borgou, de la Liborie et de la Takura. Donc, c'est une manière indirecte de partager de l'argent dans la zone. Vous auriez été pour qu'on amnistie Amisetou Afodiobo? Qui la cherche? Dis-moi, qui la cherche? Il se disait qu'elle ait été indirectement ou directement liée aux événements. Est-ce qu'on l'a recherché? Est-ce qu'il y a un mandat d'arrêt délivré contre elle? Comment on amnistie? Sur le débat de minorité et de majorité, est-ce que le droit, je vais dire oui, ne peut pas prévoir des avantages entre griffes quand on est minorité? Le droit prévu. Ah oui. Oui. Quand on dit chef de file de l'opposition, le chef de file de l'opposition a un ensemble d'avantages. On peut me dire que c'est pas extraordinaire. Mais pour ce qu'on sait, le premier qui a été chef de file de l'opposition n'est pas en tant que tel rentré en possession de tous ces avantages-là. Ah, ça, je n'en suis pas informé. Je n'en suis pas. Sinon, en principe, les avantages, c'est essentiellement la liste civile de chef de l'opposition. Il est véhiculé, il a un personnel de maison, il a garde de corps. Ça, c'est ce qui est matériel. Hein. Je parle des choses matérielles. Ça. Mais ça a été fait sous Yahi. La loi a été faite sous Yahi. Nous, on disait à l'époque que, comment on l'appelle, que c'était trop faible comme avantage. Ok. D'accord? Et eux disaient que c'était trop. Aujourd'hui, ils en ont le privilège. Ils ont le privilège qu'ils avaient fixé. Mais cet avantage-là, il n'est pas à l'Assemblée. Est-ce qu'à l'Assemblée, il n'y a pas des avantages lorsqu'on est de la minorité? Il ne pourrait pas avoir des avantages lorsqu'on est de la minorité. L'Assemblée impose qu'en fonction de la configuration, que s'il y a des positions que la minorité peut avoir en fonction de son effectif, on leur donne. Sinon, pourquoi est-ce qu'on a donné deuxième vice-président dans le bureau de l'Assemblée? C'est en fonction, entre autres. Partout où ils peuvent avoir quelque chose, on leur donne. Mais ça, c'est quand ils peuvent. Hein, si, par exemple, c'est 2 choses à partager et qu'on est 3 groupes, et comme c'est par vote, ce n'est pas par... On vote. Tu peux présenter ton candidat, le BR présente son candidat, et je préfère le candidat du BR plutôt que le candidat de LD. Et ça va être... Si on avait un 4e groupe, par exemple, qui appartenait à l'opposition, le débat serait plus clair dans l'opinion. Oui. Le débat serait beaucoup plus clair. Aujourd'hui, le débat est très flou. Les gens ne comprennent pas très bien ce qui s'est passé. Nous-mêmes, on ne sait pas expliquer. Finalement, on retient que minorité et opposition, c'est pas la même chose. En tout cas, pas à l'Assemblée. Et le terme de minorité tel qu'utilisé à l'Assemblée et de majorité tel qu'on l'utilise à l'Assemblée, ça ne correspond pas au concept
de minorité et de majorité tel qu'on l'a en sciences politiques, qui dit automatiquement que la majorité gouverne et la minorité s'oppose. Aujourd'hui en France, la majorité c'est qui? La minorité c'est qui? Et l'opposition c'est qui? Macron est le groupe majoritaire, mais ils n'ont pas la majorité absolue. Et ils sont obligés de négocier au coup par coup avec les Républicains ou avec d'autres pour avoir la majorité. Mais en fonction du nombre de députés que le Rassemblement national a eu, que NUPES a eu, les vice-présidents, le Rassemblement national a un vice-président. Ils ont un poste de vice-président, Rassemblement national. NUPES a un poste de vice-président. On est dans la même situation ici. Mais quand on tombe dans les commissions, ah non, les macronistes se sont partagés les positions. Merci d'avoir répondu à nos questions.